À la une, la grogne des inspecteurs au permis de conduire se poursuit et toujours aucun examen pratique n'est assuré depuis la semaine dernière. Les élèves doivent encore patienter, voire payer des cours supplémentaires jusqu'au retour à la normale. Le festival interdit de Montsinéry devant le tribunal. Aujourd'hui, la manifestation culinaire qui devait se tenir ce week-end, jugée non conforme, a été annulée par le maire. L'organisatrice a déposé un recours. L'affaire est traitée en référé depuis ce matin. Et puis le bouillon d'Awara s'apprête à faire son coming back pour Pâques ce week-end avec le lancement de la Semaine Sainte aujourd'hui. Les chefs sont au fourneau. Aujourd'hui, le jus d'Awara était en préparation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour cette tranche d'information. Je vous le disais en titre, la grève des inspecteurs du permis de conduire se poursuit et les examens de conduite restent suspendus jusqu'à nouvel ordre. Une autre grogne pointe le bout du nez, celle des élèves privés de l'opportunité de décrocher le précieux sésame. Dans l'attente, les futurs automobilistes s'arment de patience et continuent de se préparer à passer l'examen. Mia Pierre. Lucie, 18 ans, est étudiante en droit à l'Université de Guyane. Depuis juillet 2015, Lucie est inscrite à l'auto-école. Elle a déjà passé l'examen du permis une première fois et l'a raté. Après plusieurs mois d'attente, son auto-école lui a programmé une date d'examen pour le 18 mars. Examen reporté. Ce matin encore, elle devait se représenter. Mais pas de chance, les inspecteurs du permis de conduire sont toujours en grève. Ça me dérange parce que j'y vais, à chaque fois on me contacte pour me dire que je vais passer l'examen, donc à telle date j'y vais, je vais sur le lieu de l'examen et voilà j'attends et puis on me dit que finalement je peux pas passer, donc voilà c'est embêtant parce que mentalement on se prépare, mais voilà quoi, après on te dit qu'on peut pas passer, c'est pas évident non plus quoi, d'attendre à chaque fois de repousser la date, voilà c'est embêtant pour nous. Une situation frustrante pour cette étudiante qui habite à Montsinéry et doit se rendre tous les jours sur Cayenne. Moi j'habite très loin, donc niveau transport c'est pas pratique. Donc ça aurait été bien que j'ai mon permis parce que j'ai déjà une voiture, mes parents ont déjà prévu une voiture pour moi. Donc vraiment j'attends que vraiment de pouvoir passer le permis pour pouvoir me déplacer, venir en cours parce que je suis en droit, donc j'ai cours à 20h parfois, donc il n'y a pas de moyen de transport pour rentrer chez soi. Après moi j'habite à Montsinéry, donc c'est très compliqué pour moi. Voilà. Plus la grève sera longue et plus Lucie attendra avant de repasser son examen du permis. Elle devra également remettre la main au porte-monnaie. Les élèves convoqués à l'examen de conduite sont pénalisés avec la grève des inspecteurs. Ceux qui passent le code ne le sont plus. Les examens ont repris. Le Zika reste au cœur des préoccupations sanitaires en Guyane, mais aussi dans le monde. On en viendrait presque à oublier que son prédécesseur, le virus de chikungunya, n'a pas tout à fait disparu. Depuis la fin de l'épidémie en novembre dernier, un cas est signalé chaque semaine. Une situation jugée calme par les organismes de veille, mais la vigilance reste de mise. Piqûre de rappel avec Maxime Doulaouplière. Un seul cas de chikungunya biologiquement confirmé fin février. Depuis la fin de l'épidémie en novembre 2015, la situation est donc extrêmement calme. Selon l'Institut de veille sanitaire, le nombre de cas cliniquement évocateurs et de cas probables ou confirmés du chikungunya se sont maintenus à des niveaux stables et faibles entre novembre 2015 et janvier de cette année. Cependant, la vigilance est toujours de mise car le virus n'a évidemment pas été éradiqué. Il convient d'éliminer les gîtes larvaires qui sont à son domicile et dans son entourage. Tout récipient qui contient de l'eau claire ou stagnante. Pour tout ce qui est lutte contre le moustique adulte, nous préconisons aux personnes de porter des vêtements longs qui couvrent et d'utiliser des répulsifs. Si vous êtes infecté, il convient également de dormir sous moustiquaire pour ne pas transmettre le virus à votre tour. Rappelons que le chikungunya est transmis par le moustique Aedes aegypti. Les symptômes sont notamment une forte et brutale montée de fièvre, des douleurs articulaires et des maux de tête. Sachez que cet insecte est aussi à l'origine de la transmission du Zika et de la dengue, dont un retour se fait sentir. En prenant vos précautions contre le chikungunya, vous luttez aussi contre ces deux autres virus. Une semaine pour sensibiliser au décrochage scolaire. Plusieurs actions sont organisées par le rectorat jusqu'à ce jeudi. Aujourd'hui, le collège Eugène Nonon a vécu un moment d'émotion, on peut le dire. Un mur a été décoré d'encouragements collectifs et personnels adressés aux élèves pour leur redonner espoir et leur donner envie de progresser. Comme vous le voyez sur ces images qui s'affichent, on écoute la principale du collège au micro de Marie-Aude Kléber. Dans le cadre de cette semaine, le collège Nonon
a choisi de mettre en place un mur des encouragements. Il s'agit pour chaque élève de recevoir un encouragement d'un professeur, d'un membre de la communauté scolaire, que ce soit un agent, un personnel de la vie scolaire, comme on dit couramment un surveillant ou un CPE, et aussi d'un parent d'élève. Il s'agit pour les élèves de visualiser sous forme d'un message l'appui des adultes qui les entourent au quotidien. Il y a eu des retours positifs des élèves, il y en a même quelques-uns qui sont allés remercier l'auteur de l'encouragement d'avoir pensé à eux. Il y a eu aussi le souhait de la part de certains élèves que cette action se renouvelle régulièrement. Dans l'actualité également, je vous le disais en titre, la polémique autour du festival Semblé à l'Antoupac de Montsinéry. Le maire estimant que les conditions de sécurité ne sont pas réunies a tout simplement décidé d'annuler par arrêté cette manifestation. Lundi dernier, l'organisatrice de la manifestation prévue donc ce week-end déplore cette prise de décision sans concertation. L'affaire a été présentée en référé ce matin. On fait le point avec Marie-Aude Kléber. À 5 jours des festivités, l'organisatrice du festival Semblé à l'Antoupac ne sait pas si son événement pourra toujours avoir lieu. Bien que toutes les autorisations lui avaient été accordées, un arrêté de la mairie de Montsinéry-Tonnégrande le lui interdit. Cet arrêté m'est tombé, je dis le mot tombé parce que vraiment c'est dans le terme, je ne vois pas autre mot, lundi 14, voilà. Surtout, il y avait eu quand même, on sortait d'une réunion quand même d'atelier de travail de finalisation concernant cet événement. J'ai reçu un premier courrier, d'accord, qu'il fallait en fin de compte un élément complémentaire sur certaines pièces que j'ai transmises justement en main propre au DGS de la commune de Montsinéry-Tonnégrande. En tant qu'organisatrice, je reste positive et je fais aussi confiance à la justice. La justice, c'est avec son avocat que Sabrina Geneviève l'a saisie en référé. On attend évidemment que le juge des référés puisse reconnaître la liberté de réunion et notamment permettre cette manifestation en ordonnant à la mairie de laisser la manifestation se dérouler, en ordonnant à la mairie de laisser les gens se réunir le samedi 26 pour ce festival culinaire, et on n'attend rien d'autre en réalité. Contactée par nos soins, la mairie de Montsinéry n'a pas souhaité communiquer. L'affaire est dorénavant entre les mains de la justice. Le verdict est attendu mercredi matin. Restez avec nous, dans quelques instants nous parlerons de la Semaine Sainte qui démarre aujourd'hui et des préparatifs du traditionnel bouillon d'Awara. Et puis nous verrons une autre tradition en Guadeloupe, celle de la chasse au crabe, une passion pour un habitué qui a appris aux côtés de son père. Son portrait à découvrir dans quelques instants. Mais d'abord, parlons de notre tradition avec le début de la Semaine Sainte. Aujourd'hui, le bouillon d'Awara se prépare comme d'habitude, par étapes, afin d'être prêt pour le week-end de Pâques. Gabi Laborieux, un passionné de notre gastronomie, travaille avec l'association solidaire Tidégra. Il préparait aujourd'hui le jus d'Awara, saveur et couleur du fameux bouillon, avant d'entamer sa cuisson demain. Xavier Paul Lepelletier. Des odeurs sucrées, une belle couleur orangée et déjà l'estomac se réveille à l'idée de déguster ce bouillon qui nous vient des Amérindiens. Avec le calou et le colombo, ce repas à base des fruits du palmier figure au panthéon de notre gastronomie. Et avec plusieurs jours nécessaires à sa préparation, c'est un festin qui se mérite. On essaie de bien mélanger avec l'eau chaude. Donc ensuite, pour procéder, les étapes, c'est de presser au fur et à mesure les Awara pilés afin de récupérer le maximum de jus. D'accord. Le baba, on le met à côté parce qu'on peut en remettre pour récupérer un peu de jus encore. L'eau chaude, en fait, c'est pour permettre au jus d'épaissir. Tout le jus, je le referai passer dans le tamis pour récupérer le plus de jus possible et moins de baba. Il y a d'autres façons de le consommer. On peut faire de la crème d'Awara, du sorbet d'Awara.
Comme dans certaines boulangeries, du pain d'Awara. Dès demain, les cuisinières de Tidégra vont commencer à cuire le bouillon Wara. Mais au fait, on met quoi dedans? Il y a l'haricot vert, il y a le concombre piquant, il y a le épinard bâti qu'on appelle bichoyac. Ça ne se trouve pas facilement parce que ça pousse dans les jardins, comme ça, toute seule. Il y a l'épinard normal, l'épinard du pays. Il y a le concombre longe, concombre piquant. Il y a des gens qui mettent de l'aubergine. Le poulet roussi, la queue de cochon. Je le fais dessaler et je le fais fumer aussi sur le feu pour le mettre dans le bouillon. Mais tout ça, le cochon fricassé, je mets ça à la dernière minute. Ensuite, je mets le jambon, l'os de jambon que je conserve toujours, que j'achète dès la Noël. Je mets toujours un jambon à côté pour mettre dans mon bouillon. À la dernière minute, je mets une feuille de poivre, comme je l'ai sur mes mains. Encore quelques jours donc avant de pouvoir déguster ce patrimoine national et que les plus gourmands se rassurent. Après Pâques, il est de tradition de remanger du bouillon Wara pour la Pentecôte. Il est toujours question de tradition avec cette histoire, maintenant celle d'une passion transmise de père en fils en Guadeloupe. Depuis son enfance, Christian Jacobier chasse le crabe. Il peut aller jusqu'à en attraper au moins 25 par jour. Bénédicte Jourdier est allé à sa rencontre. Dans ce champ de 4 hectares, Christian installe ici et là une quinzaine de pièges. 2 à 3 fois par jour, il vient les relever. Il faut vraiment aimer, il faut ça beaucoup de contraintes. Un système de boîte avec appât qui se referme sur la proie, le crabe blanc. Celui-là, c'est un mâle. C'est un mâle. Oui. Une fois le crabe récupéré, le piège est aussitôt remis en place avec un nouvel appât, un morceau de canne. Quand il sort, il fait qu'entrer dans la boîte. Et il y a le petit bout de canne à l'intérieur qu'il voit. Et quand il est dans la boîte, avec sa pince, il tire le bâton et hop, ça fait ça comme ça. Quand il tire, le crabe est à l'intérieur. Il chasse le crabe depuis l'âge de 13 ans. Une tradition devenue une passion pour cet agriculteur. En moyenne, il capture 25 crabes par jour. Depuis à l'âge de 11-12 ans que je commence à tendre mes boîtes. C'est mon père qui nous a initiés, qui nous a appris. Une autre technique plus simple consiste à coincer le crabe dans son propre habitat. Quand le crabe sort de notre trou, s'il touche ça comme ça descend haut, et le crabe reste à côté du tout. Mais Christian ne chasse que les plus gros et laisse grandir les petits pour les générations futures. Si la terre pas ni plaisir, cap déclaré, en bas la terre qui ni plaisir. Et nous parlions tout à l'heure de la question du décrochage scolaire. Pour aller plus loin sur cette question, on reçoit ce soir Sabine Henou, inspectrice de l'éducation nationale en formation et orientation. Bonsoir. Bonsoir madame, je vous remercie de m'accueillir dans votre émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors ensemble, on s'accroche, c'est le slogan de cette semaine contre justement le décrochage scolaire. On sait que la Guyane reste un département particulièrement touché par ce phénomène. Alors la Guyane est effectivement touchée. Par rapport aux chiffres nationaux, ça reste quelque chose qui est proportionnel quand même aux effectifs scolaires de la Guyane qui sont encore pas très importants, puisque chaque année, donc en Guyane, c'est 2200 jeunes qui sortent sans aucun diplôme ni qualification de niveau 5, c'est-à-dire la définition du décrochage selon la norme de l'Union européenne. On va justement revenir sur ces chiffres dans quelques instants. Quels sont justement les motifs de ces décrochages ? Alors, les motifs sont extrêmement complexes. Chaque jeune qui décroche, c'est à chaque fois un cas particulier, puisque viennent se conjuguer des facteurs qui peuvent être à la fois structurels, des facteurs socio-économiques, ou bien des facteurs tout simplement, ce que j'appelle traditionnels, c'est-à-dire de démotivation. Ça peut être le désintérêt, ça peut être l'ennui. Oui, d'ennui, de manque d'estime de soi aussi, c'est quelque chose qui joue souvent. On a aussi un exemple de jeunes qui ratent leur bac et ne peuvent pas le repasser.
Donc du coup, ils préfèrent quitter le système scolaire. Alors ces jeunes qui ratent leur bac et ne peuvent pas nécessairement le repasser ne sont peut-être pas forcément informés du fait qu'il existe, il existe des dispositifs justement, et c'est pour ça qu'on a fait lors de cette semaine de la persévérance scolaire, on a voulu mettre en lumière les différents acteurs de la lutte contre le décrochage et les dispositifs, puisque la mission de lutte contre le décrochage scolaire, donc la MLDS, propose des modules de repréparation aux examens, et il s'agit aussi bien d'examens de baccalauréat que de CAP. Donc pour ces jeunes-là, vous pouvez vous adresser à la mission de lutte contre le décrochage scolaire par le rectorat. Justement, avant de s'y intéresser plus précisément dans très peu de temps, quels sont les profils, si on peut essayer peut-être pour expliquer aux parents de manière assez simple, quels sont les profils de ces jeunes qui la plupart du temps quittent le système scolaire? Alors les profils sont extrêmement variés. Il est difficile de faire un profil type. Ce que l'on peut dire, c'est que statistiquement, il est vrai que là, je m'appuie sur un rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale qui a sorti en 2015 un rapport sur la grande pauvreté et la réussite scolaire, qui montre qu'effectivement, de toute façon, les populations précarisées sont davantage soumises à la moindre réussite scolaire, à l'échec scolaire et donc aussi au décrochage scolaire. Mais cela dit, le décrochage scolaire ne concerne pas que les populations fragilisées socio-économiquement. Le décrochage scolaire peut tout à fait concerner des élèves qui sont dans un cadre tout à fait confortable matériellement et puis qui simplement n'arrivent pas à se projeter dans un avenir, n'ont pas réussi à donner du sens aux enseignements parce qu'ils ne voient pas nécessairement le lien entre l'école et la profession. Et l'objectif d'ailleurs de l'actuelle réforme du collège qui sera en œuvre à la rentrée 2016, c'est bien évidemment d'essayer de renouer ce sens pour les enseignements et ce lien avec l'insertion professionnelle. Une réforme en tout cas qui passe mal. Bon, on l'a vu, on n'y reviendra peut-être pas maintenant parce que ce n'est pas l'objet de notre interview, mais les chiffres en tout cas, pour revenir sur ces chiffres, montrent que 45% des chômeurs guyanais ont moins de 25 ans, 20% n'ont pas le bac et 12% sont diplômés. C'est que tout le reste finalement, ça reste du décrochage scolaire. Et les jeunes femmes sont plus particulièrement touchées, notamment avec un phénomène de parentalité précoce. Oui, il y a, concernant effectivement le décrochage des jeunes femmes, il y a le facteur de la grossesse précoce, vous avez tout à fait raison. Et il y a aussi le phénomène d'autocensure, c'est-à-dire que les stéréotypes divers qui entravent l'orientation choisie touchent aussi les stéréotypes sexués. Et énormément de jeunes femmes ne s'estiment pas à la hauteur de réussir telle ou telle voie. Elles pensent qu'il y a des voies qui leur sont interdites, alors que ce sont au contraire des voies où on essaye, nous, de les faire venir. Au final, que risquent ces décrocheurs qui abandonnent avant l'heure ? Alors, ces décrocheurs, ce qu'ils risquent, c'est évidemment une exposition au chômage nettement supérieure à aux jeunes qui sortent diplômés. On le sait très bien, plus on a un niveau de diplôme élevé, moins on est soumis au chômage. Ce qu'ils risquent aussi, c'est donc une vie de précarité pour le restant de leur existence, malheureusement c'est ça, avec des risques sanitaires plus importants également. Et on évalue en termes économiques, alors les calculs qui permettent d'évaluer ça sont assez complexes et peut-être discutables d'ailleurs, mais on évalue le coût d'un décrocheur tout au long de sa vie à 230 000 € pour la société. Alors ce coût inclut à la fois des paramètres sociaux, des risques de santé plus importants, mais également la perte économique d'un potentiel qui n'a pas été investi. Justement, très rapidement, vous commenciez à l'évoquer tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui est proposé pour éviter que ces jeunes ne se perdent en décrochant ? Alors, il est proposé différentes choses. Tout d'abord, en amont, puisque une fois qu'un jeune est véritablement en rupture avec le système scolaire, il est évidemment plus difficile de le raccrocher. Donc, en amont, dans l'éducation nationale, il y a les réseaux focales, les réseaux donc formation, qualification, emploi. Et donc là, je m'adresse à tout jeune. Si vous êtes scolarisé et que vous éprouvez une phase de découragement, tout simplement parce que l'école vous ennuie ou bien parce que vous avez des difficultés objectives diverses, eh bien, à ce moment-là, adressez-vous au référent décrochage scolaire de votre établissement. Et justement, pour ceux peut-être qui ont décroché et qu'il faut peut-être retrouver comment ça se passe. Pour ceux qui ont décroché, il y a le dispositif de la plateforme, donc j'espère que les numéros pourront être affichés à la fin de l'émission. Et puis il y a aussi le dispositif, et il y a le dispositif du droit au retour à la formation initiale. Donc là, il suffit d'aller sur le site revienteformer.gouv.fr et on peut inscrire son numéro de téléphone et sous 15 jours, on est reçu en rendez-vous au CIO pour nous proposer une solution de retour en formation, soit sous statut scolaire, soit apprentissage, soit
pas en lien avec d'autres partenaires. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Madame Hénou. On va devoir continuer ce journal avec un peu de sport. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un mot de sport, je vous le disais, avec le CrossFit, une activité qui mélange musculation et fitness. La discipline fait de plus en plus d'adeptes. Elle est même proposée depuis 4 ans dans un lycée martiniquais et fait désormais partie d'un projet pédagogique. Et dès demain, les élèves s'envoleront à destination de Montbéliard pour participer au championnat de France scolaire de CrossFit lié à leur bac. C'est ce que nous montre Céline Chalonneau. Pouvoir combiner musculation, endurance et équilibre. Le CrossFit est la nouvelle discipline sportive au programme des premières et terminales du lycée Acajou 2. Pour cette activité très physique, pas besoin de beaucoup de matériel. C'est surtout un état d'esprit auquel les lycéens adhèrent complètement depuis 4 ans. C'est un enjeu déjà personnel puisque nous avons des records personnels à franchir, à battre chaque jour. On doit essayer de nous surpasser chaque jour et évoluer. Et on est tous motivés. On a donc une vraie discipline mixte où l'esprit d'équipe va bien au-delà de la simple notion d'effort à produire. Beaucoup de personnes pensent que le CrossFit n'est un sport individuel, mais c'est un sport plutôt d'équipe. On crée la cohésion, c'est qui est vraiment un atout. Et on a beaucoup de motivation dans ce sport-là. Donc si on n'a pas de motivation, même si on a la musculature, mais si on n'a pas de motivation, on ne peut rien réussir dans ce sport-là. Échange et plaisir dans la pratique sportive, sans doute les ingrédients de ce succès auprès de ces scolaires, mais aussi auprès des enseignants d'EPS qui souhaitent proposer une pratique différente de leur matière, accessible au plus grand nombre, sans oublier les réalités financières des établissements. Alors, ce qui plaît, c'est que c'est une activité rythmée, parce qu'on met toujours un fond sonore, parce que c'est une activité où la dépense énergétique va être assez forte et assez rapide. Donc il n'y a pas la notion qui peut parfois refroidir les élèves de longues séances. Ici, les séances durent 45 minutes maximum, parce qu'après, ils sont déjà bien fatigués. Il y a le fait aussi que les exercices, il n'y a pas la notion de comparaison avec la muscu traditionnelle où on compare les charges prises. Là, on travaille beaucoup à poids de corps. Donc ça paraît plus facile d'accès. Et puis c'est à tous les niveaux. Tous les niveaux peuvent pratiquer. Le CrossFit est une pratique sportive en plein développement. L'UNSS, devant l'augmentation du nombre de licenciés, a ainsi lancé son championnat de France. Une équipe mixte, composée de 10 lycéens d'Acajou 2, ira représenter la Martinique du 22 au 24 mars 2016 à Montbéliard. On reste en sport pour terminer ce journal. Les Yanadokos se préparent à affronter les équipes des Bermudes et de Cuba lors des phases éliminatoires de qualification à la Gold Cup. La sélection a été présentée aux médias ce matin, puis les entraînements intensifs démarreront dès demain. On écoute justement les précisions du sélectionneur et du président de la Ligue de Guyane au micro de Mia Pierre. On a fait en sorte d'avoir l'équipe la plus compétitive, donc faire appel à nos meilleurs joueurs, que ce soit au niveau national, voire international et même local, donc pour nous permettre d'être performants dès le départ en vue de se qualifier. 3 jours de préparation avant l'échéance de samedi, et puis voilà, on va travailler dans la sérénité pour qu'on soit prêt pour aller chercher une première victoire devant l'équipe de Bermude. Nous sommes fin prêts. Je rappelle que là nous partons à la bataille pour le premier tour de la Caribbean Cup. On aura 2 matchs, Bermude, voyage difficile, compliqué pour notre sélection. Et puis ensuite, le 29, nous allons recevoir Cuba. L'objectif est tout trouvé. Hein. Nous voulons nous qualifier pour ce premier tour-là. Nous voulons accéder au second tour. Et cette année, véritablement, nous voulons nous qualifier pour la Gold Cup. Donc c'est une première étape, première marche. Au football, rien ne se joue sur le papier. Mais nous souhaitons ardemment passer ce premier tour. Ainsi s'achève votre page d'actualité locale. On se retrouve tout de suite pour l'information nationale et internationale.